sommes donc de retour dans ce studio. Beaucoup de questions. Nous voyons des ouvrages qui poussent de terre, des routes, du béton, du fer à béton justement sur notre chaussée. Tout cela est bien beau, des lampadaires au passage, des caniveaux qui sont recouverts désormais. On est bien heureux de voir tout cela, mais quel est l'avis, quel est le regard de spécialistes sur cette évolution dans le cadre de la construction des infrastructures en Guinée? Quelles sont les réserves à avoir, les points d'honneur à observer dans ce travail-là? Bala Moussa Konaté est ingénieur des ponts et chaussées. Il a accepté notre invitation. Il est avec nous ce matin. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour Monsieur Tamba, bonjour à votre grand média, bonjour à tous les journalistes qui sont présents et surtout aux téléspectateurs et aux auditeurs. Très bien. Daouda, est-ce que tu peux rapprocher un peu son micro vers lui? Encore un peu plus. Très bien, très bien. Merci. On commence donc cette interview avec vous, Monsieur Jacques. La première question vous va. Alors, Monsieur Konaté, les ouvrages de maintenant, c'est du béton. Pour nous qui avons été habitués avec le bitume qui parfois fait un mois, si ça dure beaucoup, sinon quelques semaines avant de se dégrader, on dit on est peut-être sur le bon chemin. Partout, on nous sert du béton dans les quartiers et sur quelques espaces des grandes voies. Est-ce que le gouvernement se tourne, en tenant compte bien sûr du relief et du climat de notre pays, vers la bonne option? Je vous remercie. Vous savez que ce débat est dans la cité depuis longtemps. Ce ne sont pas que des techniciens qui en parlent. Beaucoup de citoyens, au départ, pensaient que c'était la solution parce que, avec tout ce qu'on a connu au niveau de nos routes, les dégradations, la préoccupation majeure des populations depuis toujours a été comme si on réussirait dans les routes si effectivement les routes là sont garanties. Autrement dit, s'il n'y a pas de dégradation. Or, il y a autre chose beaucoup plus importante que ça. On ne devrait pas être dans la logique de nous préoccuper rien que de la garantie de nos routes. Ça devrait être quelque chose qui ne devrait pas poser problème. Mais je vais revenir sur ce débat un peu. Mais pour répondre à la question, il faut reconnaître effectivement que vraiment mettre le béton armé dans la chaussée, dans la construction, est dans l'ordre des choses. Mais quand ça devient une addiction, sachez que ça, ce n'est pas tout à fait normal. Pour la première fois que le béton armé a été introduit dans la construction en Guinée, au niveau de la chaussée, et même entre le pont 8 novembre jusque derrière l'université Gamal Abdel Nasser par la 2x2 voies, on a même recouvert alors ce béton-là par du béton bitumineux pour le roulement. Mais le côté Payotte jusqu'au carrefour Donka, et aussi c'est en béton armé, on l'a même maintenu. Alors, c'était en 1967. Imaginez en 1967, les poids lourds ne pouvaient pas excéder 30 tonnes. Poids total autorisé ne pouvait pas dépasser 30 tonnes. Donc ce n'était pas pour des objectifs de poids lourd, de consistance, de portance. C'était parce qu'à l'époque, ces zones-là étaient relativement marécageuses. Alors, le sol d'assises posait problème. Alors, quand vous faites le béton armé, avec tout ce qu'on connaît comme ses caractéristiques, quand on dit béton armé, cela veut dire que vous pouvez faire des dalles larges, et qu'avec le ferrage, vous avez la possibilité, avec des charges qui y reposent, qu'on appelle les charges du trafic, ça peut répartir exactement les charges là sur l'ensemble. C'est pourquoi quand on dit par exemple 10 tonnes par mètre carré, cela veut dire que si vous avez vous transformez ça en 10 mètres carrés, cela veut dire que ça ne sera pas 10 tonnes par mètre carré. Cela veut dire qu'il faut diviser 10 mètres là par les 10 mètres carrés. Autrement, les 10 tonnes là par 10 mètres carrés. Cela veut dire que chaque mètre carré, chaque portion prendra une partie de la tonne. Est-ce qu'on va dire que pour Conakry, c'est le béton qui marche le mieux? Justement, ce n'est pas le cas. Parce que quand on parlait de l'autre côté, avant là, c'était parce que le sol n'était pas du bon sol. Pas bon. Ne tenait pas bon. Donc, il fallait alléger à travers une grande surface
de répartition de charges. On a encore des partis charge... comme ça à Conakry, non? Jusqu'aujourd'hui. Oui, regardez, tout près de vous, ici, Carrefour Matoto. Et moi, j'ai le plaisir de dire que, en tant que stagiaire d'une entreprise française qui s'appelle Sogea Satom, j'avais été stagiaire, le premier stagiaire même de l'entreprise, ensuite premier ingénieur de cette entreprise Sogea Satom, quand elle faisait avec une autre entreprise qu'on appelait Kochir Bourdin Chaussée, la route Bessia-Matoto. Alors, on avait fait tout ce qu'on avait à faire, mais à partir du carrefour qui va vers chez Kendeka jusqu'au grand carrefour, alors il y avait la résurgence des eaux souterraines. Figurez-vous que c'est la pente qui quitte depuis la société minière. Donc, les eaux s'infiltrent en profondeur et partent jusqu'à la mer. Donc, on a coupé la voie d'eau. Cela veut dire qu'il y avait toujours en saison pluvieuse la résurgence de ces eaux-là. Ça veut dire que même quand cette entreprise avait travaillé, Kochir Bourdin qui avait fait la chaussée, et une année plus tard, on avait vu que c'était pas bon. C'est en 2018 là que la solution de béton armé a été utilisée. Là, c'est possible quand il y a des problèmes hydriques, mais pas parce qu'il y a les pluies qui tombent. Et aussi, la résistance, la capacité portante de la chaussée n'est pas éprouvée parce qu'on fait le béton bitumineux. Sachez que le calcul de la chaussée, je ne suis pas là pour parler de l'ingénieur qui vous fait partir dans l'académique, mais je vais vous dire que franchement, avec tout ce qu'on a comme des gammes variées de chaussées souples, allant de la chaussée souple, chaussée bitumineuse simple, à la chaussée bitumineuse épaisse, qu'on a utilisé entre l'aéroport jusqu'au niveau du palais du peuple, c'est quoi? C'est que en profondeur, après le terrassement, alors quand la chaussée commence, ça c'est en termes de structure, vous avez la couche de fondation. On peut faire ça en GNT ou on peut faire ça en latérite crue, bien requinqué. En dessus, on peut faire ce qu'on appelle grave bitume. Mais mieux vaut que la couche de fondation soit à ce qu'on appelle GNT, c'est-à-dire grave non traité. C'est du simple concassé que vous voyez souvent. J'ai l'impression que même il y a du ciment dedans. Et la variation de la granulométrie va de 0 à souvent 31,5 mm. Donc, cela veut dire que quand on fait ça et que là-dessus, on met la grave bitume, c'est-à-dire que la même granulométrie que je venais de vous dire là, on renforce ça par du bitume, n'est-ce pas? Les grandes gueules. 5%. Alors c'est ça qui a été utilisé jusqu'à Monsieur Konaté. C'est l'une des meilleures routes. Voilà, permettez. Pourquoi ne pas répéter la même chose? Permettez s'il vous plaît. Donc la machine elle est lancée. Tout à l'heure on va essayer de comprendre tout ça en le simplifiant davantage pour nos auditeurs, justement pour nous aider à mieux comprendre. On va marquer cette petite virgule et on va se retrouver pour poursuivre cette interview avec, je rappelle, Monsieur Bala Moussa Konaté. Il est ingénieur des ponts et chaussées, vous l'aurez compris. Voilà, nous sommes donc de retour dans ce studio-là pour poursuivre cette interview avec Bala Moussa Konaté, ingénieur des ponts et chaussées. Nous allons donc à nouveau devoir, aux obligations techniques nous y conduit. On va devoir faire cette autre transition et pour nous permettre d'aborder une nouvelle thématique avec ce débat. Il est célébré sur les scènes internationales. Il est drôle. C'est une fierté guinéenne. Ça va vous tous? Avec elle, c'est la tranquille, je vais bien moi aussi. Après 2 ans d'absence, Baba Oumar est de retour sur scène, son terrain de jeu favori. c'est la Guinée qui bouge. Bienvenue chez les GG. Toujours aussi affûté, aérien, il vise juste et porte un regard drôlissime et indispensable sur la société guinéenne et africaine. Au nom de la Guinée et de tous les Guinéens, je vous dis Modia. Alors si vous voulez rire, c'est maintenant ou Baba. Sur scène et dans les universités de Guinée, bientôt avec Adafo Evans. Commanditaire, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 04 30 94 avec les fondations KPC. Nouveau chez Brussels Airlines. Voyagez confortablement avec Brussels Airlines de Conakry vers Banjul.
Nouveau chez Bruxelles Airlines. Dès la fin du mois d'octobre 2023, tous les mardis et samedis, Conakry Conakry à portée de main. Découvrez notre menu et profitez d'un vol agréable depuis le départ de votre voyage de Conakry jusqu'à l'atterrissage à Banjul. Que ce soit pour un voyage d'affaires ou des vacances en famille, Bruxelles Airlines vous propose le meilleur choix et des prix toujours attractifs. Envolez-vous vers Banjul chez Bruxelles Airlines dès la fin du mois d'octobre 2023, tous les mardis et samedis. Conakry Banjul Conakry à portée de main. L'esprit tranquille, reposé et prêt à passer un bon séjour grâce à des sièges toujours plus confortables en classe économique. Découvrez des prix compétitifs et voyagez avec Bruxelles Airlines de Bruxelles vers Banjul. Des lois et des décisions de justice. Je défends des institutions constitutionnelles, l'intégrité du Ce mois-ci sur Suite, c'est la battle des hits. en cas de parjure. En haut des sommets, Niska continue d'avancer. L'acteur prend acte de votre prestation de serment. Après ses albums d'anthologie, le rappeur se prépare à envahir le chapiteau du Palais le 20 octobre en concert VIP et le 21 octobre, grand concert public au stade général Lansana Conté de Nongo. Deux concerts de ouf qui feront bouger les corps. Niska, c'est ce talent singulier qui ne cesse de multiplier les titres à la vitesse de l'éclair. Le rappeur a depuis eu largement le temps de conquérir toutes les écoutes. Nous avons Ce décidé à mois-ci partir de sur l'instant Suite FM, c'est de Niska. suivre la Constitution. Découvrez tous Car ses nous plus allons gros écrire hits. la Constitution Sweet ensemble. Month ou la battle des hits. C'est uniquement sur Suite, la radio It's Only Hits. Beaucoup de choses pour moi, les membres de la classe politique. Grande gueule. Beaucoup Sur les d'incompréhension. dessous de l'actu. Plus ou moins profonde. L'actu C'est rime pas avec le liberté de détail. ton sur Radio Espace. Très bien, nous revenons donc en studio pour poursuivre cette émission. Bala Moussa Konaté, ingénieur des ponts et chaussées, est avec nous. Petite requête, vous allez tout faire, comme je l'ai dit à l'autre économiste hier, vous allez nous expliquer comme à la maternelle tout ceci, pour aider chacun de nous à comprendre comment ça se passe. La question de Jacques avait donc été bien simple. Votre avis sur l'utilisation quasi systématique du béton dans la construction de nos chaussées aujourd'hui? Vous pensez que ce n'est pas une bonne chose? C'est bien cela? Ça ressemble beaucoup plus à la peur de faire du bon béton bituminé qu'à traiter le vrai problème. Vous savez, plusieurs fois, les entreprises qui ont été engagées pour faire le béton armé, et on a vu que quand on finit, ça échoue. La formulation du béton armé, c'est vraiment un savoir-faire. Parce que vous allez faire les études sur le bitume, il y a plusieurs classes de bitume. Vous allez faire vraiment des essais sur les agrégats, c'est-à-dire le gravier, le sable et le filaire, c'est-à-dire que les fines qui stabilisent un peu la viscosité du béton. La viscosité du bitume. La viscosité est à la différence du liquide parfait. C'est-à-dire quand vous versez l'eau, vous voyez que l'eau va... Ça glisse. Voilà. Comme on dit par gravitation. Non, c'est pas visqueux. Justement, l'eau n'est pas visqueux. Par contre, la viscosité, c'est que à un certain niveau de l'écoulement, c'est-à-dire le liquide qui est visqueux là, arrête lui-même son propre écoulement. D'accord. C'est-à-dire les premières gouttes qui vont devant, alors les molécules qui sont dedans vont se serrer et bloquer l'arrivée, l'écoulement des autres. Donc, ça, c'est une qualité qui est importante pour le bitume, à condition de savoir limiter. C'est pourquoi, quand la viscosité veut être trop, surtout suivant les températures hautes, alors les filaires sont là, comme quand vous voyez, même quand vous versez l'huile à terre, souvent, si vous voulez arrêter son parcours, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des poudres, de la poussière, quelque chose que vous mettez dedans. Donc les fines jouent ce rôle. Alors que, quand on dit béton bituminé, en principe, le bitume, ça s'appelle le liant. Cette fois-ci, c'est le liant hydrocarboné. Demandez les chimistes sa composition chimique. C'est à la différence du béton hydraulique, c'est-à-dire quand c'est le ciment qui joue aussi le rôle de liant. Mais le rôle, c'est quoi? On appelle le béton autrement la reconstitution artificielle de la roche. On effrite les roches pour faire gravier, pour faire sable, pour que leur compacité là, leur force de résistance là contre vraiment la compression puisse permettre aux charges de
vraiment pouvoir rouler sans autre chose. Au-delà de la charge, Mohamed Mara, si tu me permets, la porosité même du béton. Il y a un produit en ce moment qui est en vogue sur le marché qu'on utilise parfois même pour faire les fondations, le sécalite. Il y a des qualités de sécalite qui empêchent la porosité des bétons. Ça peut être des produits de qualité utilisés. Et les raisons pour lesquelles, selon les informations que j'ai, normalement ce sont des zones ciblées. Vous avez parfaitement raison, ça ne devrait pas être sur des kilomètres. Ce sont des raisons ciblées de stagnation d'eau. Là où la remontée capillaire est de trop. Les bétons armés. Oui, mais même en part, il y a plusieurs autres solutions. Il y a des solutions de consolidation du matériau. Il y a des solutions de drainage souterrain. Autrement dit, on fait des drains souterrains. Il y a plusieurs choses. Moi, ma question... Quand on ne peut pas faire la purge... Monsieur Konaté, ma question est simple. Ça marche ou pas? En principe, c'est à la fois cher, le temps d'exécution est élevé. Sur le plan de la sécurité routière... Ça va plus vite que le goudron c'est le contraire. Qu'on réalisait sous Alpha ici. Non, attendez. Attention. Le travail sous le CNRD va plus vite que ce qu'on a vu sous Alpha. Vous êtes d'accord? S'il vous plaît, vous avez invité un technicien. Oui, nous on vous pose des questions. Qui ne parle pas par rapport à un temps donné, mais qui veut que ce qui est normal, je suis là pour parler de ce qui est normal. D'accord, de l'usage. Si à un moment donné, les gens n'ont pas pu faire bien, je ne peux pas comprendre pourquoi ça. Je me situe en technicien. Les grandes gueules. J'ai commencé à parler dans les médias en 2013. Si aujourd'hui j'ai la force encore, de force physique bien sûr, de pouvoir encore m'exprimer sans avoir une conscience qui me reproche, parce que je suis resté constant. J'ai toujours dit la vérité à temps. Donc est-ce que ça marche ou pas? C'était la question. En principe, cette addiction, vous comprenez le mot addiction, c'est-à-dire cette tendance trop élevée vers le béton bituminé, ce n'est pas normal. Encore, qu'est-ce qui se passe? C'est dans les quartiers précaires, autrement dit, les quartiers où l'addiction d'eau n'a pas passé, où on sera obligé d'autres composantes importantes qui s'appellent l'addiction d'eau. Remarquez très bien, avec tous les forages, que si M. Lewa, M. Roby ont la possibilité, s'ils logent côte à côte, chacun peut faire le forage chez lui. C'est-à-dire que l'autre fois, quand il y a eu une conférence ou bien, si vous voulez, quelque chose, un débat sur les eaux, je crois que le directeur de la SEG ou quelque chose comme ça avait dit qu'il y a plus de 20 000 forages en Guinée, à Conakry. 20 000 forages. Dans un pays où on dit que c'est le château d'eau de l'Afrique. Les eaux sont en souterrain comme les eaux sont en surface. Qu'est-ce qui nous pousse donc à faire ça? Parce que ça va poser d'autres problèmes. Vous avez regardé à côté du stade, du nouveau stade là. Quand on a commencé à piger de l'eau, SEG avait un puits là-bas de fourrage. Ils ont arrêté parce que ça a commencé à... Regardez à côté de Mourkantia, à côté de Ansar. Cela veut dire que quand on va commencer la vraie addiction d'eau, quand on va commencer la vraie addiction d'eau, cela veut dire que beaucoup de ces bétons-là qui sont mis à coût très élevé seront complètement... Parce qu'à la différence du béton bituminé, je vous ai dit, ça, avec le lien qu'on appelle bitume, quand il y a la chaleur, plutôt ça a tendance à se coller alors, aux surfaces d'à côté. Alors que le béton armé, quand il y a la chaleur, alors l'énergie calorifique là, autrement la chaleur là, a tendance à sortir. Ça s'est fait au niveau des fissures, les points de contact. Et encore, avec ce qu'on appelle chez nous le cisaillement, c'est-à-dire le glissement d'une plaque sur une autre là, sous l'effet de freinage des véhicules, des poids lourds, etc., fait que vraiment, on ne peut pas colmater le béton armé, alors que le bitume, on peut casser et on peut reprendre, on peut reconstituer. Mais le béton armé, surtout quand vous coupez le fer à béton, ça veut dire que ce n'est plus la dalle qui a une surface d'empattement élevée. Mais excusez-moi, avant de continuer le vrai débat, de planter ce décor. Parce que pour moi, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de savoir quels sont les défis majeurs qui attendent nos routes. C'est le mot le plus important. Est-ce que tout ce qu'on est en train de mettre là, à quoi s'attendre? On a commencé à faire les routes à Conakry, à vrai dire, depuis plus de 15 à 18 ans maintenant, on essaie de redonner de la vie aux routes de Conakry. Mais est-ce que les embouteillages continuent ou bien les embouteillages sont en train de reculer? J'ai l'impression que, regardez la route qu'on appelle l'échangeur de Kagbelin. Quand on l'a fini, le problème n'est plus là-bas. C'est-à-dire le problème maintenant, c'est au niveau de la cimenterie, c'est au niveau du carrefour T8
c'est au niveau du carrefour T6, T7, etc. Cela veut dire qu'aujourd'hui... comme un caillot de sang dans le corps. Merci. C'est le caillot de sang qui est en train de se déplacer dans les veines. C'est-à-dire que l'essentiel consiste à extraire ce caillot-là vraiment dans la circulation. En quoi faisant? Qu'est-ce qu'il faut justement faire en maintenant, parlant de cette voie? Voilà. D'ailleurs, ce sont des échangeurs de très petite dimension. En fait, d'une manière générale, là, on risque de déplacer je veux qu'on termine avec le thème du béton. Du béton, la qualité. Le matériau utilisé. Non, ensuite, on ira à ce grand autre thème. À vrai thème, dire, vous savez, les techniciens je parle pour les techniciens, ont cette chance. Quand vous dites la vérité, un vrai technicien, vous ne le faites jamais mal. Depuis que je parle depuis 10 ans, j'avoue ici que personne ne m'a dit des mots déplacés parce qu'il pense que ce que je dis, c'est de la merde. Quand c'est bon, permettez-moi de citer par exemple Agirout, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes tendances d'exécution dans le pays, de parler de plusieurs autres là, ce qu'on appelle l'Observatoire national des routes, actuellement qui est là-bas, et Direction nationale des routes nationales, etc. Tout le monde est d'accord sur quelque chose que le béton armé qu'on est en train de faire maintenant, qu'il y en a de trop. Tout le monde est d'accord sur le fait que vraiment... Parce qu'il y a deux choses. Non seulement, même si on fait le bon béton bitumineux, est-ce que c'est bon ou pas? Non, même si on faisait les bétons armés de qualité, je crois que ce n'est pas nécessaire. Et regardez les bailleurs de fonds. Est-ce que vous avez vu un seul bailleur de fonds financer des routes en béton armé? Les meilleures routes aujourd'hui qui sont pourtant résistantes, il y a la route Le Prince, et au moins jusqu'à Onco 5, qui est là depuis bientôt 30 ans. Et malgré tout ce qu'on se passe là-bas, regardez la route de les T1, T2, T3. Quand on sait faire le bon béton bituminé, quand même, il faut reconnaître que souvent, ce sont les entreprises étrangères qui savent le faire. Pour vous, c'est la solution de la facilité, le béton armé, parce qu'on a été quand même face à une chose. Ces routes que vous évoquez, pour la plupart, sont plus vieilles que les derniers régimes que nous avons eus. Mais malgré les efforts du professeur Alpha Condé, on met une route... 3 mois après, c'est dégradé. Parfois même, c'est même pas encore fini. On va évoquer la nationale Koya d'Abola tout à l'heure. On est face à ce type de choses-là. Est-ce que le béton ne règle pas au moins une préoccupation, celle de la garantie? Le béton armé, tel qu'on est en train de faire, c'est une bombe à retardement. D'accord. Le jour qu'on va commencer à faire face à d'autres boulots qui sont indispensables dans l'urbanité, dans le bon vivre dans une ville moderne que nous voudrions redorer son blason d'avant, qu'on appelle la perle de l'Afrique de l'Ouest, je vous assure, quand on va commencer à faire les réseaux enterrés, d'autres réseaux enterrés, réseaux internet, réseaux d'addiction d'eau, on va cesser de récupérer les eaux à travers les simples caniveaux, on va faire les égouts. On va commencer à faire des travaux sérieux souterrains pour appeler le mot maintenant vraiment voirie urbaine sur la voie publique là. Vous allez voir que même le béton bitumineux qu'on est en train de faire, beaucoup seront remis en cause. Mais au moins, ça ne coûte pas aussi cher. On peut même colmater quelque part. Mais quand c'est le béton armé, il faut tout réparer. Et même, la démolition va poser beaucoup d'argent encore passé. Il suffit simplement que ce qu'on appelle à la SEG, comment on appelle les branchements sociaux, que M. Tamba ou M. Mara, etc., est besoin de mettre dans sa nouvelle construction, n'est-ce pas, l'adduction d'eau, de tirer l'eau chez lui, il sera obligé de traverser la chaussée. Si c'est le béton armé, les gens cassent déjà, ça va être des problèmes. Non, les nouvelles routes là même, les gens commencent déjà à casser les nouvelles routes pour mettre des tuyaux. En fait, si je veux comprendre plus facilement Monsieur Konaté, c'est que s'il arrive un jour où il y a des travaux souterrains qui doivent être effectués dans des endroits où il y a le béton armé, il faut bien faire surtout. Cela nécessite de dégager complètement tout le béton armé parce que même un coût pour la démolition qui va être parce qu'on ne peut pas comme on dit, on peut pas éventrer la partie on va mettre sachez qu'au niveau de la SEC, il y a un volet qu'on appelle renouvellement des conduites. Aujourd'hui, permettez-moi le dernier mot, il y a la pression des services actuellement dans les conduites, c'est 5 bars. C'est pourquoi quand vous avez un étage un étage à 10 niveaux, autrement dit jusqu'à R+10, vous avez du mal à tirer l'eau jusque là-bas si vous ne mettez pas sur le terre. Alors que sur le plan international,
c'est que la norme c'est 15 Oui, bars jusqu'à 20 bars. Quand on va commencer ces vrais travaux-là, sachez que les gens, nos spécialistes en adduction d'eau, ne vont pas regarder vos routes, ils vont faire leur travail. On comprend vos inquiétudes. Un technicien réagit, si vous permettez, je lui dis cette réaction-là. Il dit les plus grandes infrastructures au monde sont faites en béton, telles que les aéroports, les ports, les autoroutes en Russie, en Allemagne, aux USA. Il y a de nouvelles technologies, ça c'est par rapport aux adductions d'eau. Il dit il y a de nouvelles technologies pour faire les traversées de routes pour les adductions d'eau qu'on appelle le fonçage. Vous me permettez? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis à l'aise de parler. Est-ce que les nouvelles technologies là sont arrivées chez nous? Est-ce que les routes qui sont faites, permettez-moi, est-ce que les routes qui sont faites là en béton armé ont tenu compte des réservations telles qu'il est en train de parler? Est-ce qu'on est dans un cas d'aéroport? Ça c'est différent, on parle des routes. On parle d'autoroute aussi. Permettez-moi, non, attendez. Laissez-moi répondre. Il parle de ruelle même dans les quartiers. Mais attendez, je serais un peu d'accord si le béton armé là était fait sur ce que nous appelons ici les 2x2 voies. Mais c'est dans les quartiers. Est-ce que vous comprenez? Si c'est pour une question de résistance, la résistance, nous construisons les routes à cause des camions. Quand on fait la géométrie, c'est pour la fluidité. Mais quand on construit la route en matière de résistance, c'est pour les poids lourds. Je ne vais pas rentrer dans ces techniques de poids lourds, de calcul de chaussée. Mais alors, si nous devons nous préoccuper de la résistance avec les poids lourds, là où les poids lourds circulent, pourquoi on ne met pas là-bas, sauf dans les quartiers? Écoutez très bien, je parle et je suis à l'aise. Les plus hautes autorités techniques sont d'accord avec moi que, franchement, on ne peut pas, de façon constamment continuer à faire ça. On peut donc dire, parce que vous soutenez que... Même en France, le béton bituminé, c'est bon, non? Jusqu'à présent, écoutez, est-ce que vous avez des problèmes de résistance sur la route de Bessia jusqu'à en ville? Est-ce que vous avez des problèmes de résistance? Ça commence. Attendez. Ça commence aujourd'hui. Est-ce que vous faites... Oui, ça commence. Hein. La route, ça commence vraiment à faire des... Laissez-moi répondre à la question. Au point de Kenya, à Sankumbaya... Non, je ne parle pas du Sankumbaya. Écoutez, je parle du bon travail. À Madina, écoutez, de Bessia, de sous le pont le 8 novembre, attendez, il y a beaucoup de fissures maintenant. Allez-y, chef, c'est à vous. Quand on fait, même quand on a sa voiture, la tendance c'est pour aller à la dégradation. La dégradation est inhérente à la route. Justement pour ne pas que la dégradation se passe avant le délai prévu. D'abord, au départ, il faudrait bien travailler, il faudrait faire bien le travail. Ensuite, il faudrait faire ce qu'on appelle l'entretien. Il y a l'entretien courant, même courant préventif. Il y a l'entretien qu'on appelle périodique. C'est-à-dire que quand les matériaux arrivent à leur durée de péremption, alors il faudrait tout faire pour les renouveler à temps. Mais ce qui se passe encore, est-ce que nos routes sont soumises à une exploitation rationnelle? Ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a des poids non autorisés qui sont... Est-ce qu'on n'a pas eu de mauvais travaux? J'ai une question. Est-ce qu'on n'a pas eu de mauvais travaux ces 10 dernières années? Attendez, je n'ai pas dit que le béton armé est mauvais. Mais là où on les met, et notre pays, quel que soit le conditions, Conakry n'est pas une ville dans le vrai sens moderne. Je parle quand même du bitume. Il y a beaucoup de modernité qui reste quand on va commencer à reprendre ces routes-là. Monsieur Konaté, le bitume qui a été mis depuis 2012, puisque les vrais chantiers du professeur Alpha Condé ont commencé en 2012, les chantiers routiers, est-ce qu'on peut dire ce matin que ces travaux-là ont été mauvais, mal faits? Vous savez, je n'aime pas la généralité. Allons cas par cas. Posez-moi... repérer les routes, on va parler cas par cas. De Matoto jusqu'au kilomètre 36 par exemple, de Sonfonia jusqu'à Kagbele. Maintenant, laissez-moi répondre. Matoto comment on appelle Matoto, à Tombolia, c'est jusqu'à Tombolia, jusqu'à quelque part là-bas. Ça n'a pas été un travail sérieux. Il faut reconnaître. C'est vrai. Ça veut dire que, d'abord, je vous ai parlé de béton bitume. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? Quand vous prenez la route de Bessia jusqu'au niveau du Palais Peuple, la structure de la chaussée qui a été utilisée là-bas, ce n'est pas la même structure de la chaussée, ça c'est solide. Ce n'est pas la même structure de la chaussée qui a été utilisée de Matoto jusqu'à Tombolia, jusqu'à Dapompa. De Dapompa, la structure qui a été utilisée sur aéroport jusqu'en ville, c'est ce qui a été reprise par OAS pour aller jusqu'à kilomètre 36.
Malheureusement, l'entreprise n'était pas à la hauteur de l'affaire. Sinon, la consistance structurelle était là. Cela veut dire que c'est un enjeu majeur. Mais les routes ne sont pas faites pour ne pas être dégradées. Ce ne sont pas des montagnes. Oui, les routes ne sont pas faites. Je vais vous dire quelques réalités. Je me suis intéressé un peu à la situation des routes ivoiriennes, dont on considère comme bons élèves. Alors, en 2019, il y a 2 structures majeures qui ont fait des constats. Il y a ce qu'on appelle rapport africain de la compétitivité a fait ses études pour ressortir que 35% des routes ivoiriennes étaient à l'époque en mauvais temps, 2019, au temps d'Alassane Ouattara. Il était au pouvoir depuis 8 ans. Et que les causes, c'est-à-dire quand vous prenez la congestion, c'est-à-dire dans les grandes villes comme Abidjan, comme Bouaké, etc., la congestion, ce qu'on appelle embouteillage, faisait perdre par an à l'État ivoirien 86 millions de dollars. Et que l'Agéroute, notre fierté nationale qui s'appelle Agéroute ici, la fierté, bien entendu, je le dis avec hauteur. Notre fierté. Oui. D'accord. Faisons tout pour que ça soit la fierté. D'abord, c'est une institution. C'est l'espoir qui est derrière. Vous étiez sur une logique. Je ne suis pas en train de parler... Pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui, je parle de leur fierté. C'est comme quand vous appelez Tamba, Zakari, ou bien vous appelez... C'est des noms qui sont sortis des vieux qui ont fait de la grandeur. Donc, cela veut dire que le nom là ne pose pas problème. Faisons tout pour que... On n'a pas de problème avec ça. Alors, l'Agéroute, Côte d'Ivoire, a fait quoi? L'Agéroute a fait un diagnostic sincère. En Côte d'Ivoire, les techniciens font les diagnostics sincères. Ils ne font pas de cadeaux. Et ils ont ressorti que, ça veut dire que l'état de dégradation des routes ivoiriennes, en 2019, faisait un manque à gagner de 1,5 milliard d'euros. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui est considérée comme meilleur élève. Que dire de nous autres? Essayons de ne pas nous complexer et de remonter. Mais la solution du béton armé, c'est pas comme ça en Côte d'Ivoire qu'on fait. C'est pas le béton armé qui est la solution. Bala Moussa Konaté, ingénieur des ponts et chaussées, il est avec nous sur les modalités de réalisation des infrastructures, en l'occurrence routières, en Guinée. Djiba Milimono. Alors j'ai 2 questions. D'abord les défis. Tout ce que vous dites là, aujourd'hui c'est quoi les défis? Et l'autre phénomène, c'est que vous dites on fait des routes, mais est-ce que pour autant les embouteillages sont derrière nous? Vous avez commencé à donner l'exemple de la route sur Kabylie et tout Cimenterie et tout. On a fait l'échangeur. Il y a aussi le phénomène entonnoir à rentrer à Kaloum. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Vous allez répondre à cette question juste après cette pause que nous marquons. Nos obligations publicitaires nous y conduisent. On se retrouve dans seulement 10 minutes et on poursuit cette interview avec vous. Nous sommes donc de retour avec vous, monsieur Bala Moussa Konaté. Est-ce qu'on peut activer... Voilà, c'est bon, le micro il est activé. Approchez-vous-en, s'il vous plaît. Je rouvre donc aussi tous les autres micros pour permettre à chacun de réagir. Il y avait ces questions donc de Djiba Milimono pour repartir au débat. Justement, alors, M. Bala Moussa, on vous a longuement écouté. La question, c'était par rapport aux défis, puisque vous avez présenté un peu les structures et tout, fondation. La question au jeu, c'est quoi le défi? Ça, c'était la première question. La deuxième, c'est le phénomène des embouteillages. Vous dites, oui, il y a des chantiers, mais est-ce que pour autant les embouteillages diminuent? C'est non. On a vu le cas spécifique entre Kabylie et surtout Cimenterie. Il y a aussi le phénomène entonnoir en rentrant à Kaloum. Plusieurs voitures qui viennent se déverser au niveau du pont. Comment vous analysez tout ça? Vous savez, depuis qu'ils sont en train de faire je suis très à l'aise que des journalistes chevronnés comme vous commencent à vous habituer à certaines terminologies. Vous savez, j'ai été invité une fois ici, quand j'avais donné, alors, de ma propre analyse, j'avais qualifié certains types d'embouteillage chez nous, d'entonnoir, etc. Vous vous rappelez? Le temps n'est pas permis, sinon je peux vous citer jusqu'à 9 ou 10 cas. Chaque cas renvoie à une solution appropriée. Mais permettez-moi de planter le vrai décor. C'est que j'avais promis dans les GG de définir quelque chose que nous devons appeler désormais la boussole qui doit nous guider vers les routes de qualité, vers les routes qui vont répondre effectivement à nos ambitions de développement. Nous sommes un pays, pas comme, je ne vais pas citer des pays,
Mais nous sommes un pays phare, potentiellement phare. Les ressources naturelles, les ressources minières, même les ressources humaines sont vraiment aptes à nous faire comme une puissance sous-régionale. Je n'ai pas dit l'une des plus des puissances, mais nous pouvons être une vraie puissance sous-régionale. C'est de cela que les défis qui attendent les routes sont importants. En fait, quand on parle de boussole qui doit nous guider, moi je me suis dit qu'il y a deux équations fondamentales qui doivent vraiment guider nos pas pour que les routes soient effectivement à la hauteur de l'ambition que nous voulons. Premier défi, donc premier pan de la boussole, c'est comment faire en sorte que nos routes restent en bon état et même en s'améliorant. Deuxième pan de la boussole, c'est tout faire pour abaisser alors le coût des transports et sur le pouvoir d'achat d'une manière générale des populations. Je pense que ce sont les deux. Quand les routes sont en bon état, ça n'a pas d'autre sens que qu'on ressente ça sur l'amélioration des conditions. Sur le premier défi, donc, comment y procéder? Je prends globalement ces deux défis-là pour être satisfaits, ont besoin de 5 piliers. Premier pilier, effectivement, comme si vous avez posé la question, c'est de maintenir les routes en bon état. C'est là-bas où vous avez l'entretien routier, vous avez tout faire pour faire de la bonne conception, de la bonne construction, tout faire pour que l'entretien routier soit constant. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, pour maintenir des routes en bon état, il faut qu'elles existent. Bien entendu, il y a des préfectures qui n'ont même pas encore... J'en viens. Je vous dis, quand je dis la boussole, vous allez retrouver tout dedans, tout là, parmi les 5. Deuxièmement, il faudrait adapter vraiment le trafic, autrement dit le réseau routier ou bien le patrimoine routier, parce que le réseau routier, ça concerne les routes nationales et les routes dans les campagnes, autrement dit dans les zones rurales qu'on appelle routes préfectorales et communautaires et les pistes rurales. C'est ça qu'on appelle le réseau routier. Maintenant, quand vous prenez les routes dans les zones urbaines, alors ça c'est notre classification. Quand vous prenez tout ensemble, vous appelez ça patrimoine routier d'un pays. Donc, quand je parle de réseau routier, considérez de façon simpliste que ça veut dire toutes les routes dans le pays, y compris les routes urbaines, pour simplifier le mot. Alors, ça veut dire que nous devons adapter, n'est-ce pas, nos routes à ce qu'on appelle l'évolution du trafic. C'est ce problème-là qui se trouve sur la route de Koya-Daboula. Et elle n'est pas adaptée à l'évolution du trafic, futur surtout. Donc, cela veut dire que l'objectif de cela, c'est de tout faire pour que, effectivement, les usagers de la route soient fournis avec un bon service. Deuxièmement. Troisièmement, ça rejoint ce que mon frère a dit, ça veut dire que il faut se préoccuper du volet qu'on appelle l'extension du réseau routier. Ça veut dire que, premièrement, il y a ce qu'on appelle l'extension des routes à partir de ce qu'on appelle la politique de proximité. Autrement dit, les populations rurales doivent être servies en route, pas que chaque village a sa route, que ça soit maillé aussi, que les villages soient en connexion pour maintenir non seulement le développement rural, ça c'est le réseau. Mais ça c'est le réseau. Attendez, je vais terminer parce que j'ai parlé de plier. Oui. Permettez-moi. C'est très important. Oui, mais il faut qu'on échange. Hein. Oui, mais échanger par rapport à l'élan que j'ai. Allez-y rapidement. Donc, s'il vous plaît, allez-y rapidement. J'ai parlé de boussole. Alors, cela veut dire que dans les villages, faisons tout pour que les villages soient connectés, pour maintenir non seulement le développement, mais pour maintenir notre identité sociale, nos us et coutumes. Parce que la Banque mondiale a fait des études où il a été dit dedans que l'avenir de l'Afrique subsaharienne particulièrement, compte beaucoup sur les routes. Parce que nous sommes des peuples qui s'épanouissent à travers les contacts. Ce ne sont pas des grandes gueules qui fonctionnent de la virtualité. Pas que, même si je ne me vois pas avec mon frère Tamba, avec mon frère Giba, que même en se faisant les internets qu'on peut se développer, nous sommes des peuples de contact. Donc les routes comptent beaucoup pour nous. Troisièmement, et ça c'est important, dans le volet que j'appelle effectivement l'extension du réseau. Ça c'est quatrièmement maintenant. Non, troisièmement, dans le volet extension, il y a ce qu'on appelle faire des projets structurants.
les vrais projets qui vont booster effectivement le développement. Si on avait réussi effectivement dans la route Koya-Daboula... Vous avez des idées de projets structurants? Bien entendu. Allez-y. Je dis bien que si on avait réussi dans le projet Koya-Daboula, dans le sens profond du terme, en autoroute en quoi, vous allez voir que beaucoup de gens allaient se passer d'autres moyens de transport, même si on mettait l'avion, etc. Parce que, comme on dit, les projets structurants, ce sont les autoroutes dans le vrai sens. On appelle ça dans notre jargon les routes de type L, les routes de type liaison. Vous quittez votre axe, vous quittez votre point de départ. Ce n'est pas pour dire que je vais m'arrêter à Lisa ou de Lisa. Non, c'est pour aller directement. Et ça développe le des tourisme projets structurants. Et c'est vrai, il faut reconnaître que CNRD est en train de faire des projets structurants d'un type. Ça veut dire que si nous faisons beaucoup d'échangeurs, vous allez voir que les embouteillages liés au conflit de priorité dans les carrefours vont quitter. Les projets structurants, vous m'avez demandé, c'est ce qui me fait dire que les routes urbaines qu'on est en train de faire, faisons grand. Quittons des 2x2, allons dans les 2x3 voies, 2x4 voies. Vous remarquez que depuis, comment je peux appeler ça, le palais du peuple, jusqu'au moins à l'aéroport, vous n'allez pas dire que les embouteillages qui sont là-bas sont causés parce qu'il n'y a pas d'échangeurs. Parce que cette route-là ne répond plus aux exigences fondamentales de ça. Parce qu'on a voulu que Kaloum soit le pôle. Le souci aujourd'hui, M. Konaté, c'est qu'il faut beaucoup casser. Non, attendez. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, mais c'est ce qu'il fallait faire. Excusez-moi. Oui, mais on est dans la recherche de solutions. Parce que quand vous dites ce qu'il fallait faire, c'est comme si on ne peut plus le faire. Ce qui m'amène à trouver la solution. Excusez-moi. Ici, aujourd'hui, on ne parle pas de Conakry. Avant, on parlait de Kaloum comme Conakry. Après, on parle de Korea. Aujourd'hui, on parle de Grand Conakry. Il y a eu ce qu'on appelle un schéma directeur. Ça a été lancé officiellement à la radio, à la télévision. Schéma directeur Grand Conakry. Est-ce que les routes qu'on est en train de faire obéissent à ce schéma-là, ou bien on est en train de voler dans un autre sens? Ça veut dire que si c'est un cadre le schéma directeur formel, de Alpha Condé, là. Non, ça a été officialisé. Oui, mais c'est Alpha Condé qui avait présenté. Non, écoutez, Alpha Condé avait présenté quelque chose comme ça. Excusez-moi, c'était sur Kaloum. L'idée est bonne. Attendez, pour moi, l'idée est bonne. Personne ne connaît le contenu de ça. Autant de Banat Sidibé que je salue ici. Quand on devrait faire les TNT de T3 en 85, je faisais l'université. On a présenté ces projets-là aux gens, tout le monde était au courant. Mais quand on dit Grand Conakry, moi je ne sais pas en tant que jeune, qu'est-ce qui est prévu. Mais ce que je sais, Grand Conakry doit être. Alpha Condé doit nous éviter les erreurs du passé. Pourquoi vous avez un problème à évoquer ça? Ça a été un moment de notre gouvernance. Vous parlez de Bana Sidibé. Parlons aussi de ce Grand Conakry avec Alpha Condé. Écoutez, quand je vous ai dit que la route Koya-Daboula était un échec, je parle de qui là? Quand j'ai dit Matoto, Tomoula a été un échec. Donc on parle bien du schéma directeur de Alpha Condé. Je n'ai pas besoin de dire le nom de quelqu'un, mais chacun se reconnaît là-dedans. Non, attendez, chacun peut se reconnaître dedans. Même quand je critique les routes, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Je ne me méfie pas de personne. J'ai dit comme ça même au temps d'Alpha Condé. Je te donne la parole, Roby. Je te donne la parole. Je rappelle que nous sommes avec Bala Moussa Konaté, il est ingénieur des ponts et chaussées. Juste petit invite. C'est que l'on revienne. Permettez-moi, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est important à savoir aussi. J'aimerais qu'on revienne aux aspects plutôt techniques parce que ça on est dans la gouvernance là. Ça on est dans la gouvernance. Mais allons aux aspects techniques. Allez-y Roby. Là, toi aussi est-ce que tu peux m'aider? Parce que là il faut mettre le casque. Voilà, là c'est bon. C'est bon. Je vais poser deux questions très rapides. La première des questions, c'est celle de savoir comment se fait-il que, je parle des bitumes cette fois-ci, les routes bitumées à Conakry ont quasiment les mêmes coûts que les routes bitumées des pays approximatifs et des pays à proximité, alors que ce ne sont pas les mêmes qualités de route. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est... Les bitumes coûtent plus cher ici qu'ailleurs. D'ailleurs, en plus, ça coûte plus cher, de mauvaise qualité et plus cher. Et deuxième question... Cancan Kissedougou, je te donne un exemple. Oui. Cancan Kissedougou a été estimé à 304 millions d'euros avec Ebomaf. Voilà. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la même... le kilométrage, hein, Non, la même entreprise a eu un marché d'ailleurs qu'elle n'a pas pu terminer parce que le gouvernement ivoirien les avait éjectés, a eu, comment on appelle ça, 200 km de route à réaliser dans le nord de la Côte d'Ivoire avec
Imaginez combien? Moins de 200 millions d'euros. D'accord. Moins de 200 millions d'euros. Chez nous, 194 km à 304 millions d'euros. D'accord. Donc, c'est vous dire le rapport entre la Guinée et les autres pays, généralement, c'est plus cher ici qu'ailleurs. Ça répond en partie à ma question, mais je voudrais quand même vous entendre là-dessus. La deuxième question, c'est aujourd'hui, la problématique en Guinée, c'est la peur des casses, comme le soulignait Jacques. Est-ce que les souterrains ne sont pas aussi une solution palliative? Parce que ça existe dans beaucoup de pays aujourd'hui, les routes souterraines sur des kilomètres. Hein. Ou des routes même qui survolent la ville. Voilà. La ville, qui peuvent survoler les maisons. Oui, les gars, pardon. Il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Il dit de faire grand. D'abord de 2 x 4 voies, parce que ça, pour l'instant, on n'en a pas. C'est possible. Non, commencez par les 2 x 4 voies. C'est possible. Oui, mais parlons d'abord de 2 x 4 voies. Je vous en prie. Les enfants, ils ne doivent pas trop voyager. S'il vous plaît. Arrêtez de voyager. Là, on parle techniquement. Parlez de métro. Monsieur Balamoussa, on parle techniquement. Est-ce que le souterrain aujourd'hui peut pallier sérieusement aux questions d'embouteillage à Conakry? Bon, Djiba à un autre niveau, il dit survoler la ville. Moi, je préfère encore rester là-dessous. C'est plus simple que pour toi, là. Ah non. Permettez-moi. On va l'écouter. Permettez-moi. Pourtant, vous êtes en train de me rejoindre. Je vous le dis très sincèrement. C'est que je qualifie de boussole. Vous n'allez rien dire ici qui sort de ce cadre-là. Allez-y. Je vous ai dit d'adapter le trafic routier le réseau routier à l'évolution du trafic. Je vous ai dit. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça. Et que l'on satisfasse les usagers de la route. Ça répond tout de suite à votre question. Comment y arriver? Je vais vous dire quelque chose. L'outil de travail d'un ingénieur dans le sens vrai du terme. Comment y arriver? Il y a ce qu'on appelle la prédicité. Si on ne fait pas ça, c'est ce qui va arriver. Si on ne fait pas ça, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui nous conduit à faire des plans d'exécution. Les projections. Alors, cela va nous obliger de faire des vastes programmes de travail qu'on appelle le futurisme. Le futurisme permet de ne pas nous retrouver là où nous sommes là. On est calé là. Pour dire maintenant de faire les 2 x 2 voies, quand vous devez faire ce que j'appelle les dédommagements, ça coûterait peut-être 3 fois plus que la route elle-même. Comment éviter ces erreurs du passé? C'est pourquoi, quand moi j'aime quelqu'un, je lui dis la vérité. Moi, je n'ai jamais été en conflit avec l'État à quelque moment que ce soit. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, si ça se répète, si on faisait tout ce que j'avais dit, certainement on serait mieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut faire des projets audacieux aux côtés. Il faut faire des projets audacieux. Par exemple, des projets même impopulaires. Par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il faudrait ouvrir d'autres lignes de ce que j'appelle d'artères principales. On doit faire le projet qu'on appelle Amdalaï, comment je qui est déjà prévu. Qui est prévu. Oui. Mais regardez, on va quitter Amdalaï, on va remonter pour retrouver le carrefour de Sofonia. Moi, je voudrais que cette route-là suive vraiment le littoral, Yataya, Ketaya, Okala, pour aller sortir un peu vers Dubreka. Sur le pont. Ça peut permettre de désengorger tout ce qu'on a là. D'autres vont partir là-bas. Déjà, avec nos 2 x 2 voies là, ce sont des problèmes. Puisqu'on parle de Grand Conakry, on a un schéma directeur. Il faudrait qu'on ouvre d'autres grandes lignes futures vers les Mafréens, vers les etc. Et regardez, on doit faire 2 x 2 voies depuis Kagbele pour sortir vers Kouria, que j'apprécie. Si on peut mettre l'occasion en profit pour corriger tout ce qui nous a embêtés de ce côté-là. Ça, ce sont des solutions. Mais alors, ça, ce sont des choses prévues pour lesquelles il y a même déjà des travaux qui ont commencé. Attendez. Non, sur Mafréga, non, vous parlez ça a déjà commencé. La question on va faire les 2 x 2 voies encore. Permettez, monsieur, la question que je pose, c'est que les collègues ont posé, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, à date. Vous savez. Et comment on le fait? Ou bien revenir sur ces projets, les retravailler. Il y a un de vos doyens journalistes qui a franchement des ambitions comme ça. Ils ont prévu de faire des routes de corniche comme on voit à Dubaï, etc. Mais je pense que nous devons être en harmonie avec ce qu'on a comme pouvoir. Est-ce qu'on a l'argent de ces grands travaux-là? Et regardez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de faire des travaux audacieux. C'est sans l'argent. Sans l'argent, ce qu'on appelle le FINEX. On ne peut pas faire ça à travers nous. En Côte d'Ivoire?
Oui, Finex. C'est beaucoup d'endettement aussi. Hein. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle. C'est beaucoup d'endettement. Rêvons bien, mais rêvons en fonction de ce que nous pouvons assumer. Parce que quand on parle de développement durable, il ne s'agit pas de tout faire, de manger tout le gâteau aujourd'hui. C'est de prévoir pour les générations futures. Aujourd'hui, les générations passées nous ont laissé des problèmes parce que on est confronté aujourd'hui. Je ne vous suis pas, très bien, monsieur Konaté. Oui, le projet là qui vont partir de Symphonia pour Kouria là, donc Agbélé et puis la route de Kouria, les autres, vous dites ils vont les faire en 2 fois 2 voies. Oui, c'est ce votre souhait c'était de faire en 2 fois 4 vous voies. Savez, maintenant, la question principale, est-ce qu'il faut arrêter ces travaux-là et refaire le projet refaire les études pour agrandir? Est-ce que c'est ce que vous suggérez? Cette question-là ne me revient pas parce que non, mais vous savez voir si on a la capacité financière. Mais est-ce que c'est ce que vous suggérez? Oui, c'est ce que je suggère. Ce qui s'impose, c'est notre futur. Notre futur nous impose de faire maintenant des routes larges. Même quand vous prenez des villes ivoiriennes, moyennes, comme Boaké, etc., vous voyez des rues énormes. J'ai toujours dit qu'on n'a pas d'autoroute. Quand vous appelez Fidel Castro autoroute, je l'ai toujours dit depuis 10 ans. D'abord, fonctionnellement, ce n'est pas de l'autoroute. L'autoroute, on n'attend pas dans un carrefour pour traverser comme au niveau de la Morgue, de Donka, comme etc. Parce qu'il y a un véhicule qui veut traverser. Le seul problème pour l'autoroute, c'est quand elle est arrivée à sa capacité limite. Parce que ça peut arriver. Les vraies autoroutes, quand c'est urbain, c'est 30 000 unités véhicules particuliers. Qu'est-ce que ça s'appelle unité véhicule particulier? Ce sont les voitures qu'on appelle unité véhicule particulier. C'est-à-dire 2 voitures égales un camion. Et 2 motos, ou même 4 motos égales à une voiture. Cela veut dire qu'on fait les calculs comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on a 2 défis majeurs en Guinée. On a le défi de géométrie, on a le défi de résistance. Mais on est en train de nous attaquer au défi de résistance. Mais le défi de géométrie, on n'est pas en train de résoudre. Les grandes gueules. Le défi de géométrie qui va nous permettre de faire sortir le caillot de sang tel que dans les veines. C'est-à-dire que c'est ce qui peut nous permettre de sortir des choses. Vous avez fait, on est en train de faire les 2 fois 2 voies. Vous avez vu au niveau de kilomètre 36, le caillot s'est déplacé, qu'on appelle l'embouteillage, pour venir un peu vers les Tombolia, pour venir vers, comment on peut, l'Ansana, etc. Cela veut dire que c'est le même mal qui est là, il s'est déplacé. Avec tout ce qu'on a comme désordre, ce qu'on appelle embouteillage du type indiscipline, les embouteillages de type entonnoir, notre forme urbaine. Plusieurs autres embouteillages existent, mais indiscipline ajouter ce qui s'appelle l'occupation illicite de l'emprise routière. L'emprise routière, ce n'est pas seulement pour le mode circulatoire, c'est d'autres modes. Il faudrait que, quand on rentre à Conakry, qu'on puisse se permettre de faire le tourisme urbain. Mais ça n'existe pas. Et regardez les routes de Kendeka là, là où qui débouche un peu sur la 2 fois 2 voies là, qui va vers Kapitaya là. Écoutez, aujourd'hui ça satisfait. Est-ce que c'est fait pour 5 ans, 6 ans? Écoutez, il y a une différence entre la durée de vie d'une chaussée et la durée de vie d'une route. La durée de vie d'une chaussée, c'est parce que la chaussée est éprouvée. Moi, je m'appelle ingénieur des ponts et chaussées. Je ne m'appelle pas ingénieur de route. La notion de route est très vaste. Mais alors, quand la chaussée se fatigue, on la renouvelle. On peut projeter une chaussée pour 20 ans, 30 ans. Mais on ne projette pas une route pour 30 ans, hein, sinon c'est un échec. On doit projeter une route en matière de défis géométriques pour toujours. À chaque fois que ça se gâte, notre problème est beaucoup plus de la géométrie que le problème de résistance. On peut toujours reprendre la résistance. Mais quand le défi géométrique est gâché, c'est qu'on ne peut plus faire l'extension. Monsieur Balamoussa, aujourd'hui, Conakry, on a vu construction anarchique. Vous-même, vous dites que si il faut faire des routes, il faut casser. Et pour casser, il faut dédommager, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faut véritablement? Merci. Écoutez, j'ai 2 solutions. Des solutions qui ne sont pas forcément techniques. Les solutions pour Conakry, où on ne peut pas casser, ce sont des solutions institutionnelles, ce sont des solutions organisationnelles, urbanistiques. Premièrement, il faudrait tout faire pour encourager ce qu'on appelle le transport public. Quand vous prenez Lagos, il y a l'ANATA, ça c'est une agence importante. Quand vous prenez ici Dakar, il y a AGETID, autrement dit, je vais dire CETID, autrement dit, Conseil exécutif de transport urbain de Dakar. Quand vous prenez Abidjan, il y a Sotra, il y a AGETI,
agences de gestion du transport urbain. Je peux vous citer plusieurs, mais des agences efficaces. On en a ici, mais qui a du mal à s'épanouir. Pas parce que les gens de là-bas ne sont pas efficaces, parce que le terrain commande. Combien de fois on a commandé des bus sans marcher? Nos routes sont exiguës. Et il y a l'informel supplante le formel. Et il y a tellement de désordre. Aujourd'hui, les mototaxis, vous n'avez qu'à beau faire, vous ne pouvez pas lutter contre les mototaxis tant que l'embouteillage demeure. Quand moi je suis en retard, je suis à Kisoso, je dois répondre à votre appel. À un moment donné, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je dis à mon chauffeur, suivant, mais je prends un mototaxi. Cela veut dire que la première solution, écoutez, il a posé une question importante, c'est qu'il y a le problème qui est lié à la promotion du transport public. Deuxièmement, il faut ce qu'on appelle le mode doux. C'est quoi? Tout ne doit pas être seulement véhicule. Créer des voies piétonnières, des voies ou des motos piétonnes. Merci mon ami. On peut faire des choses comme ça. Et pour ça, ça va, le réflexe véhicule, ça va, le réflexe véhicule, oui, quand M. Diba, vous avez la possibilité de quitter ici. Tu les crées où? Attends. Suivez-moi. Allez-y. Quand vous avez une voie piétonnière, ou à un moment donné, vous pouvez vous reposer parce qu'il y a des bancs qui sont faits pour ça, et pour aller à l'aéroport. Et puis vous arrivez que vous marchez à pied. C'est même bon pour votre gymnastique. C'est-à-dire que faisons de sorte que, ça, le réflexe voiture soit diminué. Il y a ce qu'on appelle le covoiturage. Il y a ce qu'on appelle l'autopartage. Il y a ce qu'on appelle utilisation des véhicules à la forme tontine. J'arrive. Merci. Vous avez beaucoup voyagé. Il faut encourager aussi ce qu'on appelle comme on appelle, il a dit là, le stationnement. Il faut encourager le stationnement pour encourager, si vous voulez, la réduction c'est-à-dire ce qu'on appelle le regard, autrement dit, la présence visuelle des voitures. Il faudrait faire des parkings où il faut mettre comme votre immeuble comme ça. Tous les véhicules ne doivent pas être dehors. Les normes de construction des immeubles doivent obéir de mettre des parkings souterrains. Il faut faire disparaître beaucoup de véhicules à la vue pour laisser l'espace libre. Parce que nous travaillons comme en hydraulique, autrement dit, en mécanique des sols, la canalisation fictive. Mais ensuite, j'ajoute, parce que vous avez posé une question importante, il faudrait faire des circulations maillées. Justement, c'est ce que l'actuelle autorité est en train d'exceller. Autrement dit, vous savez là où les routes qu'ils sont en train de faire dans les quartiers. J'écoute beaucoup. Permettez le déplacement à l'interne. Ok. Permettez. C'est très important. Très bien, très bien. Ce sont des. Je comprends bien. Mais je vais finir parce que la question est importante. Il y a d'autres solutions qui ne sont pas routières. Non. Vous savez, à la fin, c'est plutôt. Vous êtes plus dans la gestion de l'installation. Non, sur le long discours que vous avez eu, c'est celui de la gestion. De la circulation, ce que vous dites, ce qui va quand même nous ramener au thème de départ, le thème de départ qui est celui de l'ingénieur, de l'avis de l'ingénieur. On a posé la question de la qualité du béton qui est utilisé. Vous avez relevé vos réserves qui ont donc été entendues. Nous arrivons à la fin de cette interview, mais si l'on devait retenir en trois lignes ce passage sur notamment les aspects d'ingénieur des ponts et chaussées, ce serait quoi, monsieur Ici, je vais parler de ce qu'on appelle l'ingénierie du trafic. Vous savez, il y a l'ingénierie du trafic. Alors, notre défi en termes de géométrie, vous allez faire toutes ces routes-là en béton armé, en béton bituminé très bien, tant que les risques sont exigus, tant que ça n'encourage pas la promotion du trafic, du transport public, tant que on ne sort pas du solitisme, c'est-à-dire chaque personne qui sort avec sa voiture. Il faudrait que ce qu'on appelle BHNS. BHNS, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des bus haut niveau de service. Okay. C'est-à-dire que de minibus, il faudrait qu'on évolue maintenant vers ce qu'on appelle les petits métros. On peut faire des stations de petits métros. Mais en attendant, il faudrait que le transport public permette de diminuer le nombre de voitures dans la circulation. Ça, c'est pour l'ancien Conakry. Mais pour le nouveau Conakry, et le reste de Conakry, c'est qu'il faudrait maintenant éviter les erreurs du passé, faire des routes vastes, des routes larges, comme Côte d'Ivoire, comme d'autres pays. Très bien. Et en fin de compte, quelles que soient les conditions, c'est que comment gérer l'infrastructure routière une fois finie, ça veut dire que c'est tout ce que je suis en train de faire, covoiturage, TAD, c'est-à-dire transport à la demande, tout faire pour
faire le réseau maillé, tout faire pour faire la gestion du stationnement, encourager le déplacement doux, vraiment faire tout pour que ce qu'on a là, on peut gérer à travers notre discipline, à travers notre proactivité, à travers ce qu'on appelle notre sens du futurisme. Tant qu'on ne s'arme pas par le futurisme, jusqu'à 5 ans, 6 ans, on peut satisfaire les gens. Mais il faut satisfaire les gens pour 30 ans. Cela veut dire que même quand la résilience n'est pas là, d'autres entreprises vont venir pour travailler. Mais quand la géométrie n'est pas calée pour le futur, c'est ça notre gros problème. Bala Moussa Konaté, ingénieur des ponts et chaussées, il a été notre invité depuis le début. Ça, c'est une information qui peut peut-être vous servir dans vos prochaines analyses. Le fonçage, on nous apprend effectivement que le fonçage est désormais utilisé en Guinée. Il est utilisé devant le ministère des Infrastructures et des Travaux publics par les opérateurs téléphoniques pour faire la traversée de route. Et en matière de dimensionnement, bon, ça c'est sur la durée des voies, des chaussées, si elles sont faites en béton ou si elles sont faites en bitume. Merci en tout cas, Monsieur Konaté, d'avoir été notre invité de tout à l'heure. Nous allons marquer une pause et notre émission se poursuit encore un petit bout avant de recevoir CG. Ça va être après cette petite tranche qu'on va avoir. On vient de terminer avec Bala Moussa Konaté, ingénieur des ponts et chaussées. Mon cher Jacques, il y a cette note du ministère de l'Administration du Territoire qui veut faire développement communautaire et qui en appelle à des ressortissants. C'était hier cette rencontre-là. L'objectif, je veux terminer avec cette petite phrase, c'est de parvenir à faire du diagnostic socio-économique des collectivités. Et la rencontre c'est ce matin. Vous savez ce que ça m'a inspiré? Je me suis dit, peut-être le ministre, il suit beaucoup les initiatives des associations ici à Conakry, parce que si vous regardez très bien les plateformes et même quelques médias traditionnels, vous voyez des associations de ressortissants de Télimélé, des associations de ressortissants de Guékédou qui se retrouvent quelque part, qui discutent. Guékédou, voilà. De la baie, partout, les gens ils prennent le devant pour discuter du développement de leur localité. Sauf que là où il s'y prend mal, en s'appuyant sur ces associations qui généralement le font, en tout cas il faut bien comprendre leur choix, c'est de travailler en sorte que ce qu'ils font ici puissent se répartir dans leur préfecture. Parce qu'on sait bien, s'ils sont à Conakry, ils appartiennent à des communes. Par exemple, moi, je suis ressortissant de Guékédou, mais aujourd'hui, je suis citoyen de Matoto. Je crois que le développement de Matoto m'intéresse beaucoup. Donc, l'idée de vouloir s'appuyer sur les ressortissants de ces préfectures, même s'ils sont liés à ces préfectures, mais je crois qu'on pourrait fausser l'analyse. Oui, les ressortissants résidents à Conakry. Résidents à Conakry. C'est pas les maires. Au fait, les gens qui, même si pour lancer une campagne, moi je ne sais pas. En tout cas, ils ne maîtrisent pas les réalités locales comme on peut bien. Mais attendez, ces régions-là ont des PAU, non? Mais absolument. Ils ont des programmes. D'abord, il y a un programme annuel d'investissement. Il y a un plan. Le ministre annuel d'investissement. Là, il se paye. Maurice, je crois qu'il se perd. Non, il se paye. Quelqu'un qui est vraiment à Conakry, chaque collectivité, chaque année, chaque collectivité, chaque année, a un plan de développement local qu'il a et en fonction est adossé à un PAI, un plan d'investissement annuel. Et ce plan d'investissement-là, on connaît clairement les projets prioritaires. Les PAI sont rabotés. Voilà. Ils les rabotent. C'est là qu'il faut mettre l'argent. Il appelle qui on demande aux associations de ressortissants d'envoyer un délégué. Je pense. Dites-moi, si ce n'est pas vraiment pour peut-être autre chose, vous pensez que ça c'est du développement communautaire qu'on prépare? Ou plutôt une campagne politique sur fond communautaire? Je ne sais pas ce que c'est. Mais aujourd'hui, il a quand même la même mise sur les communes. C'est lui qui a nommé les délégations spéciales. Carrément. Ça veut donc dire qu'il n'a même pas de crainte. Carrément. Il peut justement dire la majorité. Il peut dire à ces délégations spéciales, désignez-moi des personnes, et puis vous venez, on va parler des développements. Mais les PAI sont là. Non, mais même s'il a envie. C'est là, le diagnostic, les besoins sont déjà exprimés. Même s'il a envie. C'est quantifié, c'est budgétisé. S'il a envie de discuter avec les communes,
il peut bien faire venir les délégations spéciales et puis les gens vont communiquer sur leur plan annuel d'investissement, sur également le plan de développement local, je crois. Et puis à chaque fois, ils adoptent des budgets. Mais les priorités sont connues et puis s'il y a des appuis conséquents à apporter, on peut, n'est-ce pas, l'apporter. Mais quand dans le budget, on a constaté que vous avez raboté au niveau de l'ANAFIC, vous avez raboté au niveau de c'est l'AFICON, l'Agence de financement des collectivités de Conakry, vous avez raboté partout et puis vous voulez avoir des gens qui ne sont pas dans ces communes parce que les ressortissants qui sont à Conakry ne résident pas là-bas. Même s'ils sont très liés, il y en a qui voyagent, mais ils ne peuvent pas comprendre les réalités de ces communes mieux que ceux qui sont là-bas. Je crois, moi, je peux mieux parler aujourd'hui de ce que je vois à Matoto que de ce qui est à Guékelou, par exemple. Il y a deux questionnements importants. Le premier questionnement, il est politique. Est-ce le rôle du ministère de le faire lorsqu'on a souscrit à la décentralisation? Il y a des élus, il y a des exécutifs communaux, il y a des conseils communaux, il y a même désormais du personnel territorial. Qui est là. Et en dessus, parce que c'est une question de maîtrise d'ouvrage. Mais on aurait pu recourir à eux, ça c'est ma première préoccupation. Mais il y a une autre dimension qui est technique. Un diagnostic territorial, moi je sais un peu comment on fait ça. Mais en combien de temps? En combien de temps on va le réaliser? Les plans de développement locaux, il y a beaucoup de collectivités qui ne les ont pas encore. Parce que c'est technique. Le développement d'un plan, l'élaboration d'un plan de développement local, c'est technique. Ça relève d'une maîtrise d'ouvrage sur laquelle on peut attendre l'appui technique du département, qui peut recruter un personnel, où il y a même des ONG qui appuient, comme UNABEL aujourd'hui, qui appuient les collectivités dans ce cadre-là. Est-ce qu'on n'est pas progressivement en train d'effacer les collectivités finalement? Ça veut dire que la ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça veut dire que la décentralisation n'a pas marché. Justement, je veux attirer votre attention. Je veux juste attirer votre attention sur ceci. La création effrénée d'agences, dit-on spécialisées. Faites très attention à cela. Tu parlais tout à l'heure d'Aficon. Si J peut déjà s'installer, en réalité, c'est quoi l'objectif? À côté là. Vous savez que c'est des fonds normalement qui doivent aller directement aux communautés. Et c'est cela la décentralisation. Mais on crée des agences ci et là pour simplement que ce budget-là soit centralisé ici à Conakry. Et à partir de là, les ministres vous savez comment ça se passe. Il n'y aurait jamais eu de problème pour ça, Mara. Non, il n'y aurait jamais eu de problème si on voulait bien travailler. Mais avec la NAFIC, par exemple, c'est bien. C'est suffisant. Oui. C'est suffisant. Alors, je ne sais pas. Tout ça, tu verras, à la fin, tu verras, on créera un fonds, on créera une direction générale qui va gérer ce fonds, tout simplement. Mais, monsieur le ministre, j'ai envie de dire que là, honnêtement, vous êtes un peu perdu sur cette question. Et quand on a fait des études en Israël, je pense que l'une des vertus, c'est qu'on reste très concentré, peu importe ce qui se passe autour. L'Israël est en guerre, hein? Moi, je veux encore espérer, en tout cas, qu'il y ait des éléments qui nous échappent, monsieur le ministre. Mais ce conseil, je ne crois pas qu'il soit le bon. Il y a des prérogatives dévolues aux collectivités. Comme vous le savez, il y a des approches pour cela. Et un forum pour réaliser un diagnostic territorial, vous le savez, ça ne tiendra pas. Techniquement, je ne vois pas comment. Mais bon, on va donc marquer cette transition. On va prendre CG, on arrive à la fin. C'est une actualité sur laquelle on reviendra certainement. On marque cette transition. Et puis derrière, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, bien avant, CG, d'autres éléments à savoir de cette émission. Oui, tout à fait. Alors j'ai des sondages. Il n'y a pas de mur du jour aujourd'hui. On a encore un petit souci avec Twitter. Par contre, j'ai les sondages Facebook et YouTube. La question était un concert à la Maison Centrale, pour ou contre. Pour les résultats sur Facebook, on a 56% qui sont contre, 32% pour, et après on a des indécis, 12%. Sur YouTube, un concert à la Maison Centrale, pour ou contre à 53%, 39% de pour, et ensuite ce sont les indécis. Et la deuxième question était, que pensez-vous des propos avancés par monsieur Konaté sur l'état de nos routes? Que pensez-vous donc des propos avancés par ce monsieur-là? Satisfaisant, pas satisfaisant ou indécis? Et donc en majorité, ces propos étaient satisfaisants.
satisfaisant pour 58% et 25% qui pensent que ces propos n'étaient pas satisfaisants. Voilà. Très bien, très bien. Merci donc Merci de nous avoir restitué tout ceci. Merci également à vous, les camarades de tous les matins. Demain, on vous l'annonce déjà, demain, un grand débat économique entre ceux qui sont pour la planche à billets, donc l'indépendance de la Banque centrale, et ceux qui ne sont pas favorables à son indépendance et qui ne sont pas favorables à la planche à billets. 4 économistes de très très bonne facture seront sur notre plateau, accompagnés de certains chroniqueurs. Demain donc dès 9h, nous ouvrons ce débat-là. Merci de nous avoir préférés. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Et vous le savez, les meilleurs des programmes en Guinée, c'est ici.